Misérables, livre 7, chapitre 10, qui s'intitule « Le système de dénégation ». L'instant de clore les débats était venu. Le président fit lever l'accusé et lui adressa la question d'usage. « Avez-vous quelque chose à ajouter à votre défense ?» L'homme, debout, roulant dans ses mains un affreux bonnet qu'il avait, sembla ne pas entendre. Le président répéta la question. Cette fois, l'homme entendit. Il parut comprendre et fit le mouvement de quelqu'un qui se réveille. Promena ses yeux autour de lui, regarda le public, les gendarmes, son avocat, les jurés, la cour, posa son poing monstrueux sur le rebord de la boiserie, placé devant son banc, regarda encore, et tout d'un coup, fixant son regard sur l'avocat général, il se mit à parler. Ce fut comme une éruption. Il sembla à la fois dont les paroles s'échappaient de sa bouche, incohérent, impétueuses, heurtées, pélémélées, qu'elle s'y pressait tout à la fois pour sortir en même temps. Il dit « J'ai à dire ça, que j'ai été charron à Paris, même que c'était chez monsieur Balou. C'est un état dur. Dans la chose de charron, on travaille toujours en plein air, dans des cours, sous des hangars, chez les bons maîtres, jamais dans les ateliers fermés, parce qu'il faut des espaces. Voyez-vous, l'hiver on a si froid qu'on se bat les bras pour se réchauffer. Mais les maîtres ne veulent pas, ils disent que cela perd du temps. Manier du fer quand il y a de la glace entre les pavés, c'est rude. Ça vous use vite un homme. On est vieux tout jeune dans cet état-là. À 40 ans, un homme est fini. Moi, j'en avais 53. J'avais bien du mal. Et puis, c'est si méchant, les ouvriers. Quand un bonhomme n'est plus jeune, on vous l'appelle pour tout vieux serein. Vieille bête. Je ne gagnais plus que 30 sous par jour. On me payait le moins cher qu'on pouvait. Les maîtres profitaient de mon âge. Avec ça, j'avais ma fille qui était blanchisseuse à la rivière. Elle gagnait un peu de son côté. À nous deux, cela allait. Elle avait toute la peine aussi. Toute la journée dans un baquet jusqu'à mi-corps, à la pluie, à la neige, avec le vent qui vous coupe la figure quand il gèle. C'est tout de même, il faut laver. Il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de linge et qui attendent après. Si on ne le lavait pas, on perdrait des pratiques. Les planches sont mal jointes et il vous tombe des gouttes d'eau partout. On a des jupes toutes mouillées, dessus et dessous, ça pénètre. Elle a aussi travaillé au lavoir des enfants rouges, où l'eau arrive par des robinets. On n'est pas dans le baquet, on lave devant soi au robinet et on rince derrière soi dans le bassin. Comme c'est fermé, on a moins froid au corps. Mais il y a une buée d'eau chaude qui est terrible et qui vous perd les yeux. Elle revenait à 7 heures du soir et se couchait bien vite. Elle était si fatiguée. Son mari la battait. Elle est morte. Nous n'avons pas été bien heureux. C'était une brave fille qui n'allait pas au bal, qui était bien tranquille. Je me rappelle à Mardi Gras, où elle était couchée à 8 heures. Voilà. J'ai dit vrai, vous n'avez qu'à demander. Ah bien oui, demandez, que je suis bête. Paris, c'est un gouffre. Qui est-ce qui connaît le père Champmathieu ? Pourtant, je vous dis, monsieur Balou, voyez chez monsieur Balou, après ça, je ne sais pas ce qu'on me veut. L'homme se tut et resta debout. Il avait dit ces choses d'une voix haute, rapide, rauque, dure et enrouée, avec une sorte de naïveté irritée et sauvage. Une fois, il s'était interrompu pour saluer quelqu'un dans la foule. Les espèces d'affirmations qu'il semblait jeter au hasard devant lui venaient comme des hoquets, et il ajouta à chacune d'elles le geste d'un bûcheron qui fend du bois. Quand il eut fini, l'auditoire éclata de rire. Il regarda le public, et voyant qu'on riait, il ne comprenait pas, il se mit à rire lui-même. Cela était sinistre. Le président, homme attentif et bienveillant, éleva la voix. Il rappela à messieurs le juré que le sire Balou, l'ancien maître charron, chez lequel l'accusé disait avoir servi, avait été inutilement cité. Il était en faillite et n'avait pas pu être trouvé. Puis, se tournant vers l'accusé, il l'engagea à écouter ce qu'il allait lui dire et ajouta « Vous êtes dans une situation où il faut réfléchir. Les présomptions les plus graves pèsent sur vous et peuvent entraîner des conséquences capitales. Accusé dans votre intérêt, je vous interpelle une dernière fois. Expliquez-vous clairement sur 2 faits. Premièrement, avez-vous, oui ou non, franchi le mur de clos Pierron, cassé la branche et volé les pommes, c'est-à-dire commis le crime de vol avec escalade? Deuxièmement, oui ou non, êtes-vous le forçat libéré Jean Valjean? L'accusé secoua la tête d'un air capable, comme un homme qui a bien compris et qui sait ce qu'il va répondre. Il ouvrit la bouche, se tourna vers le président et dit « D'abord… » Puis il regarda son bonnet, il regarda le plafond et se tut.
Accusé, reprit l'avocat général d'une voix sévère, faites attention. Vous ne répondez à rien de ce qu'on vous demande. Votre trouble vous condamne. Il est évident que vous ne vous appelez pas Champmathieu, que vous êtes le forçat Jean Valjean, caché d'abord sous le nom de Jean Mathieu, qui était le nom de sa mère, que vous êtes allé en Auvergne et que vous êtes né à Faverolles, où vous avez été émondeur. Il est évident que vous avez volé avec escalade des pommes mûres dans le clos Pierron. Messieurs les jurés apprécieront. L'accusé avait fini par se rasseoir. Il se leva brusquement quand l'avocat général eut fini et s'écria « Vous êtes très méchant, vous. Voilà ce que je voulais dire. Je ne trouvais pas d'abord. Je n'ai rien volé. Je suis un homme qui ne mange pas tous les jours. Je venais d'Ailly. Je marchais dans le pays après une ondée qui avait fait la campagne toute jaune. Même que les mares débordaient et qu'il ne sortait plus de sable que de petits brins d'herbe au bord de la route. J'ai trouvé une branche cassée par terre où il y avait des pommes. J'ai ramassé la branche, sans savoir qu'elle me ferait arriver de la peine. Il y a 3 mois que je suis en prison et qu'on me trimballe. Après ça, je ne peux pas dire, on parle contre moi. On me dit, répondez, le gendarme, qui est bon enfant, me pousse le coude et me dit tout bas, réponds donc. Je ne sais pas expliquer, moi. Je n'ai pas fait les études, je suis un pauvre homme. Voilà ce qu'on a tort de ne pas voir. Je n'ai pas volé, j'ai ramassé par terre des choses qu'il y avait. Vous dites Jean Valjean, Jean Mathieu. Je ne connais pas ces personnes-là. C'est des villageois. J'ai travaillé chez monsieur Balou, boulevard de l'Hôpital. Je m'appelle Champmathieu. Vous êtes bien malin de me dire où je suis né. Moi, je l'ignore. Tout le monde n'a pas des maisons pour y venir au monde. Ce serait trop commode. Je crois que mon père et ma mère étaient des gens qui allaient sur les routes. Je ne sais pas d'ailleurs. Quand j'étais enfant, on m'appelait petit. Maintenant, on m'appelle vieux. Voilà mes noms de baptême. Prenez ça comme vous voudrez. J'ai été en Auvergne, j'ai été à Faverolles, pardi. Eh bien, est-ce qu'on ne peut pas avoir été en Auvergne et avoir été à Faverolles sans avoir été aux galères? Je vous dis que je n'ai pas volé et que je suis le père Champmathieu. J'ai été chez monsieur Balou, j'ai été domicilié, vous m'ennuyez avec vos bêtises à la fin. Pourquoi donc est-ce que le monde est après moi comme des acharnés? L'avocat général était demeuré debout. Il s'adressa au président. Monsieur le Président, en présence des dénégations confuses mais fort habiles de l'accusé, qui voudrait bien se faire passer pour idiot, mais qui n'y parviendra pas, nous l'en prévenons. Nous requérons qu'il vous plaise et qu'il plaise à la Cour, appeler de nouveau dans cette enceinte les condamnés Brevet, Cochepaille et Chenildieu, et l'inspecteur de police Gervais, et les interpeller une dernière fois sur l'identité de l'accusé avec le forçat Jean Valjean. Je fais remarquer à monsieur l'avocat général, dit le président, que l'inspecteur de police Gervais, rappelé par ses fonctions au chef-lieu d'un arrondissement voisin, a quitté l'audience et même la ville. Aussitôt sa déposition faite, nous lui avons accordé l'autorisation avec l'agrément de monsieur l'avocat général et du défenseur de l'accusé. C'est juste, monsieur le président, reprit l'avocat général. En l'absence de sieur Gervais, je crois devoir rappeler à messieurs les jurés ce qu'il a dit ici même. Il y a peu d'heures, Gervais est un homme estimé qui honore par sa rigoureuse et stricte probité des fonctions inférieures mais importantes. Voici en quelques termes, il a déposé. Je n'ai pas même besoin des présomptions morales et des preuves matérielles qui dementent les dénégations de l'accusé. Je le reconnais parfaitement. Cet homme ne s'appelle pas Champmathieu, c'est un ancien forçat très méchant et très redouté, nommé Jean Valjean. On ne l'a libéré à l'expiration de sa peine qu'avec un extrême regret. Il a subi 19 ans de travaux forcés pour vol qualifié. Il avait 5 ou 6 fois tenté de s'évader. Outre le vol Petit Gervais et le vol Pierron, je le soupçonne encore d'un vol commis chez sa grandeur, le défunt évêque de Digne. Je l'ai souvent vu, à l'époque où j'étais adjudant garde Chiourme, au bagne de Toulon. Je répète que je le reconnais parfaitement. Cette déclaration si précise parut produire une vive impression sur le public et le jury. L'avocat général termina en insistant pour qu'à défaut de Gervais, les 3 témoins, Brevet, Chenildieu et Cochepaille, fussent entendus de nouveau et interpellés solennellement. Le président transmit un ordre à un huissier, et un moment après, la porte de la chambre des témoins s'ouvrit. L'huissier, accompagné d'un gendarme prêt à lui prêter main forte, introduisit le condamné Brevet. L'auditoire était en suspens, et toutes les poitrines palpitaient comme si elles n'eussent eu qu'une seule âme. L'ancien forçat Brevet portait la veste noire et grise des maisons centrales. Brevet était un personnage d'une 60aine d'années qui avait une espèce de figure d'homme d'affaires et l'air d'un coquin.
Cela va quelquefois ensemble. Il était devenu, dans la prison, où de nouveaux méfaits l'avaient ramené, quelque chose comme guichetier. C'était un homme dont les chefs disaient « il cherche à se rendre utile ». Les aumôniers portaient bon témoignage de ses habitudes religieuses. Il ne faut pas oublier que ceci se passait sous la Restauration. « Brevet, dit le président, vous avez subi une condamnation infâme et vous ne pouvez prêter serment. » Brevet baissa les yeux. « Cependant, reprit le président, même dans l'homme que la loi a dégradé, il peut rester, quand la pitié divine le permet, un sentiment d'honneur et d'équité. C'est à ce sentiment que je fais appel à cette heure décisive. S'il existe encore en vous, et je l'espère, réfléchissez avant de me répondre, considérez d'une part cet homme qu'un mot de vous peut perdre, d'autre part la justice qu'un mot de vous peut éclairer. L'instant est solennel, et il est toujours temps de vous rétracter. Si vous croyez vous être trompé. Accusé, levez-vous. Brevet, regardez bien l'accusé. Recueillez vos souvenirs et dites-nous, en votre âme et conscience, si vous persistez à reconnaître cet homme pour votre ancien camarade de bagne, Jean Valjean. Brevet regarda l'accusé, puis se retourna vers la cour. Oui, monsieur le président, c'est moi qui l'ai reconnu le premier, et je persiste. Cet homme est Jean Valjean, entré à Toulon en 1796 et sorti en 1815. Je suis sorti l'an d'après. Il a l'air d'une brute maintenant, alors ce serait que l'âge l'a abruti. Au bagne, il était sournois, je le reconnais positivement. Allez vous asseoir, dit le président, accusé restait debout. On introduisit Chenildieu, forçat à vie, comme l'indiquait sa casaque rouge et son bonnet vert. Il subissait sa peine au bagne de Toulon, d'où on l'avait extrait pour cette affaire. C'était un petit homme d'environ 50 ans, vif, ridé, chétif, jaune, effronté, fiévreux, qui avait dans tous ses membres et dans toute sa personne une sorte de faiblesse maladive et dans le regard une force immense. Ses compagnons du bagne l'avaient surnommé « Chenildieu ». Le président lui adressa à peu près les mêmes paroles qu'à Brevet. Au moment où il lui rappela que son infamie lui ôtait le droit de prêter serment, Chenildieu leva la tête et regarda la foule en face. Le président l'invita à se recueillir et lui demanda, comme à Brevet, s'il persistait à reconnaître l'accusé. Chenildieu éclata de rire. « Pardine, si je le reconnais. Nous avons été 5 ans attachés à la même chaîne. Tu boudes donc, mon vieux. » « Allez vous asseoir, dit le président. L'huissier amena Cochepaille, cet autre condamné à perpétuité, venu du bagne et vêtu de rouge comme Chenildieu, était un paysan de Lourdes et un demi-ours des Pyrénées. Il avait gardé des troupeaux dans la montagne et de Pêtre, il avait glissé brigand. Cochepaille n'était pas moins sauvage et paraissait plus stupide encore que l'accusé. C'est un de ces malheureux hommes que la nature a ébauché en bête fauve et que la société termine en galérien. Le président essaya de le remuer par quelques paroles pathétiques et graves et lui demanda, comme aux deux autres, s'il persistait, sans hésitation et sans trouble, à reconnaître l'homme debout devant lui. « C'est Jean Valjean, dit Cochepaille, même qu'on l'appelait Jean le Cric, tant il était fort. » Chacune des affirmations de ces 3 hommes, évidemment sincères et de bonne foi, avait soulevé dans l'auditoire un murmure de fâcheux augure pour l'accusé. Murmure qui croissait et se prolongeait plus longtemps. Chaque fois qu'une déclaration nouvelle venait s'ajouter à la précédente, l'accusé, lui, les avait écoutés avec ce visage étonné qui, selon l'accusation, était son principal moyen de défense. À la première, les gendarmes, ses voisins, l'avaient entendu grommeler entre ses dents « Ah bien, en voilà un !» Après la seconde, il dit un peu plus haut, d'un air presque satisfait « Bon !» À la troisième, il s'écria « Fameux !» Le président l'interpella. « Accusé, vous avez entendu, qu'avez-vous à dire ?» Il répondit « Je dis fameux ». Une rumeur éclata dans le public et gagna presque le jury. Il était évident que l'homme était perdu. « Huissier, dit le président, faites faire silence. Je vais clore les débats. » En ce moment, un mouvement se fit tout à côté du président. On entendit une voix qui criait « Brevet, Chenildieu, Cochepaille, regardez de ce côté-ci. » Tous ceux qui entendirent cette voix se sentirent glacés tant elle était lamentable et terrible. Les yeux se tournèrent vers le point d'où elle venait. Un homme placé parmi les spectateurs privilégiés qui était assis derrière la cour venait de se lever, avait poussé la porte à hauteur d'appui qui séparait le tribunal du prétoire et était debout au milieu de la salle. Le président, l'avocat général et M. Bamatabois, 20 personnes le reconnurent et s'écrièrent à la fois « Monsieur Madeleine ?» Fin du chapitre 10.